par ses circonstances et ses conséquences, chaque pollution est unique et appelle une réponse spécifique. Face à un déversement d'hydrocarbures ou de produits chimiques menaçant le littoral, la tentation est grande de se lancer au plus vite dans les opérations de nettoyage. Lorsque l'on a connaissance d'un événement de ce type ou d'un risque de pollution, il est nécessaire de faire, en premier lieu, une évaluation précise de la situation. De nombreux paramètres, comme l'origine de la pollution, la nature du polluant, les conditions météo-océaniques, le type et la sensibilité des sites menacés ou impactés, ainsi que les intérêts écologiques ou socio-économiques de la zone, sont à évaluer précisément. Ces éléments permettront d'établir une stratégie de réponse et de mettre en œuvre des moyens humains et matériels adaptés. Une fois l'évaluation réalisée, les autorités, pollueurs, propriétaires du site, conseillers et intervenants de terrain, dont les intérêts et points de vue sont souvent divergents, doivent se réunir afin de définir des stratégies d'intervention les plus respectueuses des intérêts techniques, environnementaux ou économiques de chacun. Les chantiers de lutte ainsi que les moyens à mettre en œuvre sont ensuite définis par les PC chantiers avec le soutien de conseillers techniques présents sur le site. Avant toute chose, il est indispensable d'organiser l'intervention en adaptant la taille du chantier aux opérations à mener et en organisant la base vie. Cette zone logistique, à proximité immédiate de la zone à nettoyer, est installée pour assurer le confort des intervenants et leur permettre de s'équiper, de s'hydrater et de se restaurer. Des réunions y sont tenues pour relayer, entre autres, les règles d'hygiène et de sécurité définies par les experts santé compétents. La journée qui s'annonce, c'est un peu celle d'hier, donc on va faire les mêmes opérations. 5 personnes au ramassage manuel, 3 personnes au criblage et 2 personnes qui vont gérer le stock de déchets. Donc n'oubliez pas toutes les consignes de sécurité, donc portez les EPI tout le temps. N'oubliez pas que dès que le chantier est terminé, vous devez passer par la zone de décontamination. Plus vous entretiendrez vos équipements personnels, dans de meilleures conditions vous travaillerez. Pas de questions? Ok, très bien, on y va. Appliquer les techniques en relation avec le type de site et la pollution qui s'y trouve. Donc veiller à ce que ces techniques soient respectées au cours de l'avancement des travaux, fournir un état de la situation au quotidien, éventuellement faire évoluer les techniques en cours d'une journée puisque les choses peuvent évoluer, fournir tous les éléments aux opérateurs et aux décideurs pour continuer à faire avancer le chantier dans les bonnes conditions. Mon objectif est de veiller à l'intégrité physique de tous les intervenants de terrain. La sécurité doit donc être l'objectif et la priorité de chacun tout au long des opérations et à chaque instant. Je veillerai donc au respect des consignes de sécurité, mais également à la bonne prise en charge d'éventuelles victimes sur le chantier. Une panne veut dire arrêt des opérations, donc il est nécessaire de connaître à fond tous les moyens techniques employés sur ce site. Un plan de circulation est mis en place. Il est pour cela nécessaire de baliser et protéger les itinéraires et les accès aux différentes zones du chantier afin de ne pas transférer la pollution dans des zones jusque-là épargnées. Ces itinéraires sont, de préférence, définis en utilisant des accès et chemins existants. La gestion des déchets est une composante essentielle de l'intervention. Les déchets doivent pouvoir être stockés à proximité immédiate de la zone de travail sur un site plan, balisé et protégé, sur lequel seront identifiées les différentes filières de tri. Une rupture de la chaîne de stockage ou d'évacuation entraînerait systématiquement un arrêt du chantier.
Sur cette aire seront disposés des contenants adaptés à la nature du polluant ainsi qu'aux quantités extraites. Pour éviter le lessivage des déchets pollués par les eaux de pluie, les contenants seront recouverts de couvercles ou de bâches. Des merlons et caniveaux seront réalisés autour de la zone de stockage pour contenir d'éventuels écoulements. L'évacuation des déchets vers un site de stockage intermédiaire ou une filière d'élimination adaptée et prédéfinie se fera le plus souvent par voie routière. Sur certains chantiers très sensibles écologiquement ou d'accès difficile, devront être envisagées la faisabilité et la rentabilité d'une évacuation par voie maritime ou aérienne. Le nettoyage débute systématiquement par les opérations de ramassage grossier visant à retirer le plus rapidement possible les accumulations de polluants et de matériaux fortement souillés. Une fois toute menace d'arrivage écartée, l'intervention se poursuit généralement par un nettoyage fin dont le but est de rendre le site à ses usages antérieurs. Pour ce faire, les intervenants auront à leur disposition une panoplie de techniques à adapter en fonction des substrats et de la pollution à traiter. Les opérations se limitant à des techniques simples ou manuelles peuvent être confiées à du personnel non spécialisé, encadré par un chef d'équipe préalablement formé. En revanche, la mise en œuvre de techniques complexes exigeant des moyens et des connaissances spécifiques est à confier à des sociétés spécialisées. Sur les substrats durs, le nettoyage grossier consiste généralement en un ramassage des macrodéchets souillés puis en une collecte des accumulations de pétrole. Selon le polluant et les conditions du site, cette collecte de pétrole se fera soit par des techniques manuelles de raclage, de grattage, soit par le recours à des techniques d'aspiration et de pompage. Il est parfois nécessaire également d'utiliser différents types de jets d'eau pour chasser le polluant déposé à la surface ou pour faire ressortir ce polluant des anfractuosités, des failles dans lesquelles il s'est accumulé. Ce polluant est alors chassé vers une zone de récupération qu'on a préalablement aménagée. Il s'agit généralement d'une fosse creusée au bas de la zone à nettoyer ou d'une zone de confinement aménagée sur le plan d'eau à l'aide de barrages flottants. Quand cette opération de collecte grossière est terminée, on peut débuter le nettoyage fin. Sur ce type de substrat, on va utiliser des nettoyeurs haute pression eau chaude pour décoller le pétrole finement adhéré à la surface des rochers. Dans les galets et sur les plages de sable, le nettoyage grossier consiste généralement d'abord en un ramassage des macrodéchets. Celui-ci se fait manuellement sur les galets mais peut être mécanisé sur les plages de sable en utilisant des tracteurs équipés de griffes, de râteaux ou de cribleuses identiques à celles qu'on utilise habituellement pour ramasser les macrodéchets sur les zones fréquentées. Selon les conditions, le nettoyage grossier des accumulations de polluants se fera ensuite à l'aide de techniques manuelles ou par des moyens spécifiques d'aspiration, de pompage, voire même des rouleaux oléophiles. L'utilisation de jets d'eau pourra ensuite être envisagée pour lessiver les substrats et chasser le polluant accumulé entre les galets ou infiltré enfoui dans le sable vers une zone de récupération qu'on aura préalablement aménagée. Le nettoyage fin de la plage de sable peut ensuite passer par différentes techniques de criblage, de tamisage, en utilisant là encore les cribleuses, voire même des mini-cribleuses. Sur les galets, le nettoyage fin se fait à l'aide de nettoyeurs haute pression à eau chaude, en lavant directement les galets sur place, avec une efficacité limitée, ou alors en utilisant des poches, des cages de nettoyage qui vont permettre de nettoyer toute la surface des galets. La meilleure technique reste néanmoins le recours à des bétonnières ou des toupies à béton, qui vont permettre aux galets de se frotter les uns contre les autres et de décoller le pétrole qui est adhéré à leur surface. Enfin, il ne faut pas oublier l'option nettoyage naturel. En effet, la mer est capable de nettoyer toute seule le pétrole aggloméré sur certaines surfaces. Pour faciliter cette action, on peut descendre du sable, descendre des galets vers la zone de déferlement des vagues pour encourager ce nettoyage naturel. C'est ce qu'on appelle le surf washing. Porteurs comme celui-ci, qui sont en général bien abrités, bien protégés, le premier réflexe à avoir, c'est vraiment de confiner le polluant au plus près possible de la source. Ceci étant, il faut que le risque incendie et explosion ait été mesuré et considéré comme suffisamment raisonnable ou négligeable pour permettre ce confinement.
Dans ce cas-là, on utilise les barrages qui sont à poste, le plus près possible de la zone à confiner. Ces barrages peuvent être mis en œuvre par des spécialistes, comme les lamaneurs ou des sociétés spécialisées. Ça peut aussi se faire par des opérateurs non spécialisés, mais qui doivent être formés. Et dans ce cas-là, on procède régulièrement à des déploiements de barrages. Une fois que ce confinement est réalisé, on procède à l'étanchéification de la zone de confinement en créant des contre-courants ou en rajoutant des dispositifs plus légers, type absorbant, pour bien fermer la zone de confinement. Une fois que la zone est confinée, on procède à la récupération. La récupération grossière se fera grâce à l'intervention de sociétés spécialisées ou d'opérateurs formés et encadrés par des spécialistes ou des conseillers techniques. Des hydrocureuses, des écrémeurs mécaniques à seuil ou des récupérateurs oléophiles seront mis en œuvre pour procéder à cette récupération. Alors, pour achever la récupération, ou alors sur des toutes petites quantités de polluants, on utilise des absorbants. On voit souvent utiliser de la tourbe, qui sont des absorbants naturels, mais qui ne sont pas évidents à récupérer dans le milieu naturel, à moins que la zone soit extrêmement bien confinée. On a également les absorbants en vrac, type spaghetti, qui sont un petit peu plus faciles que la tourbe à récupérer, mais qui nécessitent tout de même un confinement de la zone au préalable. Et enfin, on a des feuilles ou des boudins, qui sont donc des conditionnements plus aisés en termes de récupération finale, de collecte des déchets à traiter. Des bilans de chantier sont transmis quotidiennement au poste de commandement, tout comme les comptes rendus des experts chargés de l'évaluation. Les décideurs ont alors les éléments techniques et environnementaux pour réévaluer la situation, organiser les journées à venir, adapter les stratégies et planifier la mobilisation des moyens, et ce, jusqu'à ce qu'il soit décidé de cesser les opérations et de réceptionner les chantiers. Ces documents, à archiver rigoureusement, permettront de réaliser un suivi comptable des opérations menées et pourront être utilisés ultérieurement dans le cadre de demandes d'indemnisation. Un chantier bien mené, c'est un chantier où les techniques qui ont été mises en œuvre sont vraiment appropriées à la pollution qui se trouve sur ce site et on va dire, aux spécificités de ce site, à la morphologie, au type de sédiments. Si l'on a déjà travaillé sur la planification d'urgence sur ce site avant qu'il soit contaminé, on aura déjà énormément d'éléments à l'avance pour nous aider dans la décision et puis pour nous aider dans la mise en place des opérations. La mise en place d'un chantier de dépollution ne s'invente pas. L'organisation sur le site, tout comme la maîtrise des équipements, des outils et des techniques, passe par la formation du personnel. Les intervenants de la lutte ainsi formés seront sensibilisés aux risques liés aux différents types d'opérations qu'ils seront amenés à entreprendre. Les exercices permettent aux décideurs, aux opérateurs et aux encadrants de tester le matériel, de progresser dans sa mise en œuvre et surtout d'en assurer la maintenance régulière. Chaque chantier est unique et requiert de la part des décideurs et des opérateurs réactivité, capacité d'adaptation, compétences et savoir-faire.